Bien, nous allons demander ou à la représentante du groupe 1, rapporteur, de passer et de nous faire la restitution de leur travail. D'accord, c'est bon. Merci. Le groupe 1, par ma voix, se fait le devoir de vous faire la restitution de ces travaux sur le thème numéro 1, qui traite bien évidemment de la forme et de fonctionnement du centre de médecine de violence. Et donc, après discussion, les membres du groupe se sont mis d'accord pour pouvoir aller au-delà de la réflexion actuelle, puisque nous sommes appelés à mettre en place une structure appelée à durer dans le temps et qui pourrait valablement prendre en compte les autres aspects de la médecine légale et vouloir se limiter juste à la question de la violence et occulter l'autre aspect qui touche également le cas des morts, qui nous, bien évidemment, nous intéresse également dans nos activités quotidiennes sous l'angle de la police judiciaire et également sous l'angle judiciaire en un seul mot. Et par conséquent, le groupe a estimé que ce centre-là, nous voudrons bien que ça soit un centre national de la médecine légale. C'est un peu la configuration qui s'est dégagée par consensus dans le groupe. Et le groupe s'est dit, nous allons faire en même temps la forme et le fonctionnement pour nous permettre d'évoluer une seule fois. Et le groupe a pensé que ce centre, une fois créé, sera placé sous la responsabilité d'un directeur général qui, naturellement, doit être un médecin légiste, mais avec la possibilité d'extension dans les arrière-pays à travers les services régionaux qui seront animés par des directeurs régionaux. Et pour nous, nous pensons que si on se fixe dans une vision progressiste, il va falloir ne pas se limiter à des réhabilitations et autres, mais envisager vraiment la création d'une structure digne. Et nous pensons qu'il faut trouver un site dédié pour la construction de ce centre. Et le fonctionnement, naturellement, sera axé sur les ressources humaines, financières et matérielles qui sont propres à ce centre-là, mais également ajuster à cela une autonomie de gestion pour plus d'efficacité. Et lorsque nous avions la direction générale au niveau central et voulons intégrer les deux aspects clés de la médecine légale, nous pensons qu'il va falloir créer une unité de la victimologie qui sera placée sous la responsabilité d'un chef d'unité et également une unité de la thanatologie qui sera également chapeautée par un chef d'unité. Et aux différentes questions qui nous ont été posées, nous avons estimé que les ministères clés qui pourraient être impliqués dans le cadre de ce travail doivent être naturellement le ministère de la Santé, la Justice, la Sécurité publique, la promotion du genre, action humanitaire et solidarité. Et nous ferons également appel à tout autre acteur pertinent pour nous aider effectivement à concrétiser ce projet. Et quoi? À la question, nous avons pensé qu'il faut arriver vers l'élaboration des textes fondateurs. Et pour le texte, on a pensé qu'il doit d'abord que cette structure-là soit créée par une loi. Pas par un décret ou bien un arrêté, mais véritablement une loi, et on aura une loi organique qui va essayer de fixer les détails. Et comment on peut arriver à la création ou bien à la mise en place de cette loi? Nous pensons qu'il est également important, à travers les ateliers de formation, de sensibilisation, les voyages d'échange dans d'autres pays pour nous permettre également de copier les bonnes expériences, les ateliers d'élaboration et également de validation qui suivront. Et nous avons estimé que déjà pour poser le jalon,
on peut tabler sur un délai de 6 mois, pour, pas en tout cas aller jusqu'à la construction des édifices, mais ne serait-ce qu'au niveau de la mise en place des textes fondateurs, on peut tabler sur 6 mois pour déjà démarrer ce travail. Et on a estimé que ça peut se faire où on a indiqué Bangui d'abord, mais nous pouvons également travailler avec les autres pays amis pour copier les autres exemples pour faire avancer notre projet. Voilà d'une manière cursive ce que nous avons pu concocter au sein de notre groupe et nous voudrons très volontiers mettre à votre disposition. Y aurait-il un complément des membres du groupe? Une suggestion pour les autres groupes? Sinon pas, merci beaucoup pour le travail. Un très grand merci. Et puis on va les prendre et puis on va récolter tout cela pour faire un document par la suite. Groupe 2. Merci beaucoup de nous avoir donné la parole. Nous répondons au nom de Dr Don Rodrigue Nabia. Nous sommes médecins au Centre hospitalier universitaire communautaire de Bangui. Nous avons l'honneur de vous rapporter ce qu'on a discuté dans le groupe 2. Le groupe 2 a pour thème les missions du Centre de médecine de violence sur la base des défis, la formation, la recherche et la consultation. Avant tout, nous avons établi 3 missions qui ont été déjà citées dans notre thème, qui est la formation, la recherche et la consultation. En grand 1, nous avons pris d'abord la formation. Qui doit être formé? Nous avons dit ensemble que tous les acteurs judiciaires doivent être formés dans leurs différentes couches. Tout le personnel paramédical et médical qui vont intervenir dans ce centre également doivent être formés. La société civile, qui est également une entité importante, doit aussi également être formée pour reconnaître les lésions liées à la violence afin de les orienter. En deuxième point, pour la formation, qu'est-ce qu'on va donner aux gens comme formation? C'est la médecine légale. C'est ce qui nous a réunis ici, car c'est l'interface entre la justice et la société. Également la police technique et scientifique, si possible, pour permettre les différentes méthodes d'investigation, pour essayer d'étayer certains hommes d'ombre en cas de mort suspecte ou de violence. En troisième point, comment on va faire cette formation? Le groupe a énuméré un certain nombre de points. Ça peut être une formation de courte durée. Ça peut être un atelier. On peut organiser un atelier. Ça peut être un séminaire. Ça pourrait être également une campagne de sensibilisation au sein de la communauté. Ça peut être une causerie débat ou encore des voyages d'études, bien entendu. Combien de temps cette formation peut durer? Nous avons estimé d'1 jour à 4 ans. Si par exemple on doit faire un séminaire, par exemple pour la journée d'aujourd'hui, en une journée on peut faire une formation. Si jamais on doit faire une spécialisation pour un médecin par exemple, ça prendra au moins 4 ans minimum si on se fie aux durées de formation pour être spécialiste en médecin légiste. Maintenant, au 5e point, où cette formation, on le fera sur toute l'étendue du territoire de la République centrafricaine. Et avec des possibilités à l'extérieur, bien entendu, si on aura l'occasion. Maintenant, le deuxième point, le groupe a débattu sur les recherches. En première question, qui va participer à ces recherches? C'est également tous les acteurs judiciaires, le personnel médical et paramédical, et également la société civile. Ils vont rechercher quoi? Ça, c'est la deuxième question que nous allons aborder.
Nous allons rechercher les infractions dont l'objectif suite à une violence et également rechercher les auteurs des violences, les victimes des violences et également des témoins des violences. Toujours pour les recherches, comment on va mener cette recherche? C'est par la sensibilisation de la population qui va nous amener par des dénonciations des cas de violence et également une coordination entre les différentes entités que nous avons citées pour permettre le partage d'informations. Et également, il faut des moyens pour permettre à ce centre pour fonctionner. Donc, combien de temps? 365 jours sur 365 jours. Et on le fera où? C'est sur toute l'étendue du territoire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le dernier point concerne la consultation. Qui va-t-on consulter? Ce seront les victimes des violences, qui regroupent toutes sortes de violences, on ne va pas rentrer dans les détails. Et également les personnes gardées à vue, les bourreaux. Il y en a également qui peuvent être en mauvais état, ils pourront bénéficier également d'une consultation médico-légale. Et quand on fait cette consultation, on peut rechercher quoi? Tout ce qui est préjudice ou sévice sur une victime. Et comment? Cette consultation devra se faire dans toute confidentialité, sans discrimination, et nous faisons un plateau technique adéquat. Nous faisons allusion à un local, tout ce qui est moyen pour permettre les investigations. Et également la disponibilité de tous les acteurs pour recevoir les victimes lors de la consultation. Et en ce qui concerne la durée, c'est pendant la période de la prise en charge. Et pour terminer, où est-ce que nous allons faire cette consultation? Même si le centre est créé ici à Bangui, nous comptons bien dans l'horizon que ça soit fait sur toute l'étendue du territoire. Voilà un peu ce que notre groupe a vous présenter. Nous vous remercions de votre attention. Complément d'information pour les membres du groupe. Il faut l'embrasser parce qu'il veut travailler 365 jours sur 365 jours. Merci beaucoup. Donc le dernier groupe, oui. Ouais, j'avais voulu intervenir un peu sur le premier groupe, mais c'était trop rapide. Mais maintenant, pour le deuxième groupe, le docteur a fait l'exposé du deuxième groupe. Et dans le volet formation, il a parlé des entités qui doivent être formées en permanence. Il a parlé de la santé, il a parlé de la justice, et la sécurité n'était pas citée. Et loin d'une manière lapidaire, il parle des PTS, et encore il dit la recherche des preuves et autres. Mais si les OPJ ne sont pas formés, comment on va essayer de retrouver ces traces pour mettre à la disposition de médecins légistes? C'est en ce sens que j'ai voulu dire que les trois entités qui ont été citées depuis ce matin jusqu'à ce soir, la santé, la justice et la sécurité, mais pas la police technique et scientifique fait partie intégrante de la sécurité. Concernant le groupe 1, j'ai vu qu'ils ont mis la barre très haut pour la création de cette entité. S'ils parlent de la loi, aller rédiger une loi, faire la réélecture, soumettre ça aux députés, et puis être voté par les députés, promulgué par le chef de l'État, et puis maintenant un décret d'application. Je pense que ici, on a parlé d'un atelier de sensibilisation pour la mise en place rapide
de médecine légale et droits humains. Mais si on emprunte cette voie qui est si glissante et si lente, je pense que ça va être un peu difficile. Voilà les deux préoccupations que je voulais donner pour le premier groupe et le deuxième groupe. Merci. Merci. Y a-t-il une réaction? Eh oui, merci, monsieur le modérateur. Nous pensons que nous voulons juste gagner du temps. Quand on parle des acteurs judiciaires, on commence du magistrat au PJ, on ne voulait pas rentrer dans les détails. Bon, nous parlons sous contrôle des OPJ. On va passer la parole à un expert pour défendre le groupe. Merci. Je voudrais réagir lorsque notre ami dit que la PTS fait partie du ministère de l'Intérieur. Je suis désolé. Nous sommes tous des praticiens et on sait que la PTS, c'est pour aider les enquêteurs, si je peux être vulgaire. Les enquêteurs, les OPJ, les APJ. Et ça n'a rien à voir avec la sécurité publique. Il y a encore une autre intervention là, je pense. Il y a deux. Bien, je voudrais juste emprunter un maxime latin qui dit ben aguer quoi aguisindio, donc bien faire ce que vous voulez faire et en étant toujours confiant. Nous avons l'exemple déjà, si nous avons essayé de réfléchir pour essayer, comme il a dit, placer la barre un peu plus haute, c'est en fonction d'autres exemples que nous avons essayé de voir. Et si nous nous inscrivons dans une logique, en tout cas du développement, on doit viser loin. On ne doit pas limiter nos regards pour venir, bon, il faut couper telle partie. Nous avons vu avec Lumière. Lumière a été créé dans la précipitation à travers un texte, mais comme on a dit, la prise en charge de Lumière, quand j'ai commencé à TG de Bangui, peut-être 2017, peut-être récemment en 2021-22, que les questions des prix et autres, certains détails ont été... Et pour nous, nous pensons que si on veut une structure qui doit avoir cette envergure sur le plan national, autant mieux prendre le temps pour bien la faire. On ne doit pas seulement ne pas limiter notre vision. Nous sommes des gens, il faut réfléchir également avec le monde, il faut évoluer avec le monde, et donc il ne nous manque pas les compétences pour le faire. Les compétences qui sont là, on peut mettre ça à contribution pour pouvoir atteindre nos objectifs. Voilà, il faut toujours rêver gros pour atteindre ce qu'on peut atteindre dans la vie. Merci. Moi, j'ai une petite préoccupation. J'aimerais poser une question au second rapporteur. Dans sa présentation, il a parlé de consultation. Donc, il a cité la victime et son bourreau. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on ne peut pas aussi consulter le témoin? Ça, c'est ma question. Dernière prise de parole du commissaire. Non, je voulais tout simplement répondre posément à la réaction du commandant parce que quand il y a une situation qui se présente, il faut avoir cette honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'on a oublié ou bien qu'on a commis une faute. Quand on parle de chaîne pénale, c'est là où on peut dire la justice et les auxiliaires qui sont la police, la gendarmerie. Mais la PTS fait partie de la gendarmerie, de la police, qui sont du ministère de la Sécurité. Ça, la PTS n'est pas du ministère de la Justice. La PTS n'est pas du ministère de la Santé. Pour que ce soit clair. Si on parle de la chaîne pénale, c'est là où maintenant on commence par les juges, les magistrats pour descendre aux OPJ, APJ. Voilà en deux mots ce que je voulais dire. On fera le rapport, vous allez lire, vous ferez vos remarques dans le rapport final. Et puis on va voir
Parce que ça fait 20 ans que j'ai quitté un peu le système centrafricain, donc je vois des OPJ, ça je connais, mais il y a des termes que je ne comprends pas trop bien pour intervenir. Par contre, on donne la parole au rapporteur et puis on va passer au groupe 3. Merci pour la question, monsieur le rapporteur. Nous parlons ici de la consultation médico-légale. Et dans la présentation, par exemple, du professeur Tekba, il a parlé également de consultation dans le service pénitentiaire. On peut attraper un bourreau, mais s'il est en prison ou en garde à vue et s'il est malade, lui aussi, il a droit à consultation. Et comme l'a si bien dit ce matin, si par exemple il a pris des drogues et que c'est sous l'égide des drogues qu'il a agi, je pense que dans les présentations ce matin, on a dit, on essaie de voir, est-ce qu'il faut-il l'envoyer à une consultation psychiatrique ou lui donner des médicaments et l'envoyer en prison? C'est dans cette optique-là que nous les avons inclus dans la consultation. Merci. Intervention et on passe au dernier groupe. Je voulais lever un équivoque par rapport à l'intervention du grand frère là. En fait, la police technique et scientifique regroupe beaucoup de domaines. Si nous prenons par exemple le laboratoire, c'est pas obligatoirement que le laboratoire soit un gendarme ou bien un policier. Non. Donc ça regroupe et la PTS peut regrouper et les policiers, les gendarmes et un laboratoire tout court. Donc c'est cette allusion-là que je voulais faire. Alors, expliquez pour ceux qui ne sont pas BTS, c'est quoi? Bon, ne vous en faites pas, il y a un bon programme pour vous plus tard. Nous passons au groupe 3, s'il vous plaît. Dernier groupe. Merci. J'ai été chargée de rapporter le travail du groupe 3. Notre thème, il s'agissait de parler des ressources humaines, financières et matérielles. Bon, en ce qui concerne les ressources humaines, bon, la question est de savoir qui. Bon, les ressources humaines qui sont impliquées, ce sont multisectorielles, quoi. Bon, on aura la justice, la santé en tête de file, la justice et la sécurité. Et en dernière position, on a aussi l'administration. Bon, la question de savoir quoi. La santé, on aura besoin d'un médecin légiste qui va valider les documents élaborés et ses assistants, les pédiatres, les gynécologues, les psychologues cliniques et les psychiatres. On aura aussi besoin des paramédicaux, 4 infirmiers. Pour ce qui est de la sécurité, dans la question de quoi, on aura besoin de 4 OPG, 2 PTS, police technique et scientifique. Pour ce qui est de la justice, on aura besoin des magistrats. Bon, un avocat, bon, c'est un point qu'on a longtemps discuté. Et finalement, on a jugé mieux le souhait d'un avocat. Ce n'est pas une obligation, c'est un souhait. Dans l'administration, pour tout ce qui est administration, on aura besoin de 2 secrétaires, un comptable et son assistant, 2 gardiens, 2 chauffeurs, 2 techniciens de surface. La question de comment, toujours dans les ressources humaines. Bon, le personnel sera détaché ou référencé. Bon, détaché ou référencé de chaque ministère. Et il faudra aussi les former. Combien de temps? La question de combien de temps? Nous proposons 3 ans renouvelables. Et où? Bon, nous avons proposé le terrain neutre selon l'appréciation des partenaires. Bon, on propose un terrain neutre selon l'appréciation des partenaires. Et l'idéal serait que ce soit dans chaque hôpital, de préférence dans les centres hospitaliers universitaires. En ce qui concerne les ressources financières, la question de qui? Bon, nous avons les partenaires, bien évidemment.
quoi? La question de quoi? Bon, on aura besoin de l'argent pour la construction, pour les équipements et le fonctionnement de la structure. Et comment? Par des projets. Il faut élaborer des projets. Combien de temps? Toujours 3 ans renouvelables. Et où? Terrain neutre selon l'appréciation des partenaires. L'idéal serait que ce soit dans chaque hôpital, de préférence dans les centres hospitaliers universitaires. En troisième point, nous avons les ressources matérielles. La question de qui? Les partenaires toujours. Et quoi? On aura besoin de quoi? Bureautique. Bon, tout ce qui est bureautique. Je vais citer les tables de bureau, les chaises, les ordinateurs, les imprimantes, etc. On aura aussi besoin, dans les ressources matérielles, on aura aussi besoin des moyens roulants, 2 véhicules et 5 motos. Un système solaire et l'électricité courante. Un équipement médical, à savoir une table d'examen ou plusieurs tables d'examen, des pèse-personnes, des cache-nez, etc. Et une valise PTS. Bon, les PTS savent de quoi il est question. Maintenant, la question de savoir comment il faut élaborer les projets. C'est à travers les projets qu'on aura toutes les informations possibles. Combien de temps? 3 ans renouvelables ou terrain neutre à l'appréciation des partenaires. Et l'idéal serait que ce soit dans chaque hôpital et de préférence dans les centres hospitaliers universitaires. C'est tout ce que le groupe avait à vous dire aujourd'hui. Merci. Des questions, des compléments d'information? Oui. Alors, le micro pour les deux. Je remercie tous les groupes. Ma préoccupation serait de doter au niveau des ressources ce centre d'un plan d'affaires. Ça permet de prévenir tout ce qui concerne les ressources à court, moyen et long terme. Si on passe ça, c'est qu'après, le centre serait confronté à des difficultés de ressources. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour le groupe 3. Je leur jette des fleurs. Je voulais seulement savoir pourquoi au niveau des moyens, on n'a pas parlé de gouvernement en avant. Donc, ils ont seulement parlé des partenaires. Il faut que le gouvernement s'approprie de ce centre-là. La preuve en est que le gouvernement, il n'y a pas une volonté politique au niveau de l'UMI. Vous avez vu comment on est en train de pleurer. Donc, le gouvernement doit être en avant-point et maintenant soutenu par les partenaires. Je vous remercie. Pourquoi on a demandé à ce qu'on puisse les faire dans les centres hospitaliers? J'aurais aimé, selon mon avis, j'ai dit, comme c'est des victimes de coups et blessures volontaires dans la plupart des cas, et que souvent ces victimes viennent en consultation au niveau de nos urgences dans les CHU, j'aurais aimé qu'il y ait une antenne dans chaque CHU pour pouvoir attester les preuves réelles de l'arrivée de la victime en pleurs. Ça, là, on ne les aura pas 3-4 heures du temps plus tard. Ou bien le lendemain. Souvent, dans les cas où on va leur dire d'aller à d'autres nouveaux centres, les gens auront tendance à rentrer à la maison pour qu'ils aillent le lendemain. Et beaucoup de preuves auront été perdues. Si on peut retenir les urgences médico-chirurgicales de nos CHU, ce serait le premier point de contact avec les victimes et c'est là où on prélèverait les vraies
des vraies preuves. Donc, et comme l'histoire de loi, l'histoire de décret, ce serait encore à très long terme, on peut déjà anticiper en commençant par ça, avant de nous délocaliser un jour si le centre est construit ou créé. Merci, monsieur le modérateur. Je crois que ma préoccupation a été répondue par le professeur Tekpa qui fait partie du 3e groupe. Mais moi, j'aimerais juste faire une remarque. C'est l'expression à l'appréciation des partenaires qui ne répondent pas bien parce que c'est quelque chose qui doit nous être approprié. Donc, nous proposons, c'est mieux de soumettre ou de proposer à l'appréciation des partenaires. Merci. Alors, il y a une dernière intervention et puis on va clôturer quand même. Ok, merci. Je crois que le groupe numéro 1 avait fait une proposition qui dépasse déjà les propositions faites par les autres groupes. Dans la validation des rapports de ces différents groupes, il faut en tenir compte parce que nous comptons faire de ce centre un centre national. Dans l'expression des ressources humaines ici, je pense que ça ne peut pas répondre à la préoccupation du groupe numéro 1. Donc, il faut un amendement sur l'expression des ressources humaines en matière de formation, de construction. Je suis d'accord avec la proposition d'avoir des antennes dans les centres hospitaliers, mais cela n'empêche pas que également il y a un centre de consultation au niveau du centre quand il sera construit. Merci beaucoup. Ok, je crois qu'on a fait le tour de la question. Vous voyez, c'était très intéressant de vous laisser travailler que d'amener un papier fait à la Suisse ou bien de l'extérieur, puisqu'il y a des réalités, il y a des discussions. J'ai beaucoup aimé les réactions. Voilà, généralement, il faut vraiment compter sur ses propres forces. Un des problèmes de la République centrafricaine, c'est qu'on a toujours pensé vers l'extérieur au lieu de penser sur nous-mêmes. Et ça fait qu'on a des institutions qui dépendent de l'extérieur alors qu'on doit être fier et digne. Et puis la souveraineté, c'est de se prendre en charge. Et quand on ne peut pas, on demande de l'aide, de l'appui en tant que tel. Donc, merci beaucoup. Vous avez fait un excellent travail et je souhaiterais que vous nous le donniez, puisque dans la feuille de route que je vais vous présenter maintenant, c'est que la première chose qu'on va faire, on va faire un rapport de cet atelier d'ici le 30 avril 2024. J'ai fatigué, oui. Donc, d'ici le 30 avril 2024, vous aurez le rapport. C'est pour ça, quand vous allez signer la fiche qui est là, pour ceux qui ont des adresses e-mail, il faudrait mettre vos mails de telle sorte qu'on vous l'envoie et que vous jetiez un coup d'œil si vous êtes d'accord avec le contenu. Deuxième aspect, si c'est possible, j'ai dit tout à l'heure, on va revenir avec l'expert indépendant et d'autres acteurs suisses et africains pour la formation sur le monitoring des droits de l'homme au mois de mai. Il se pourrait qu'on ait une demi-journée ou une journée de validation. On se retrouve là, on reprend les rapports, les points, et on essaie de valider tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, tout ce qui vous sera envoyé comme rapport, et on a un document final que maintenant on pourrait envoyer plus loin si c'est possible. Après, si on adopte le même format qu'au Burundi, et demain on en discutera pour les perspectives au niveau suisse avec le bureau. Si ça se fait bien, peut-être que d'ici 2024 ou 2025, pourquoi ne pas commencer une formation en violence interpersonnelle aussi, qui sera ouverte à tout le monde. On pourrait se retrouver là et débattre. Est-ce qu'on fera comme au Burundi? Parce qu'au Burundi, nous prenons en charge les experts qui viennent, mais c'est eux qui payent les frais d'inscription, et avec ces frais d'inscription-là, ça leur permet de manger en tant que tel. Donc voilà, ça aussi, c'est à voir si on pourrait, en troisième position, faire une formation cette année, comme on a fait au niveau du Burundi. Et donc là, au mois d'avril, mai, on pourrait dire, effectivement, si c'est possible de le faire. Étant entendu que mon programme est très chargé, et surtout celui de la professeure Silke Grabert est extrêmement chargé. Si je mets 2025, ça veut dire que le mois tous les mois jusqu'à décembre 2024, chez nous, tout est occupé déjà. Donc si on doit parler, maintenant, on est en train de voir premier trimestre, voire deuxième trimestre 2025 pour faire la formation.
parce qu'on a vraiment beaucoup de déplacements, non seulement en Centrafrique, au Burundi, mais on a d'autres pays qui nous sollicitent. Donc voilà la feuille de route. 30 avril, un rapport, mais d'ici là, on vous enverra pour que vous le lisiez. Atelier de validation en mai, et puis éventuellement, et ça aussi dans le rapport qui sera donné, si on arrive à avoir des possibilités de faire une formation cette année ou l'année prochaine, on aura cela, et ça nous permettra de réfléchir déjà en ce qui concerne la formation. On a un avantage à Centrafrique, il faut vraiment l'exploiter comparativement au Burundi. Ils n'ont aucun médecin légiste, alors que chez nous, on a un médecin légiste qui est déjà là, et donc on ne peut pas attendre trop longtemps pour commencer des formations. Ça, on en discutera demain pour les perspectives chez M. Maclé qui nous reçoit, pour voir est-ce qu'avec le recteur de l'université, on peut déjà envisager une formation. Parce qu'il faut une partie académique, mais il faut une partie pratique. Pour les PTS, c'est ça, les polices techniques et scientifiques, ne vous en faites pas. Le colonel qui est là est très disposé déjà. Et donc tout cela fera l'objet des discussions pour que très rapidement on puisse faire quelque chose, puisque de toute façon, on va tous revenir l'année prochaine pour la 3e édition du concours des enfants. Et peut-être que je vais combiner aussi, comme on l'a fait maintenant, pour faire une formation. Mais ce sera vraiment de formation spécifique. Le colonel, s'il va venir l'année prochaine, il va faire des formations avec la police et avec la gendarmerie, puisque le général Dépôt nous a reçus et on a eu un très très bon entretien avec le général Dépôt, comme avec le chef d'escadron. On a eu vraiment une très très bonne discussion qui fait que il est en train déjà de réfléchir. Donc pour la police, les forces de sécurité, il y a tout un programme spécial pour vous qui se mettrait en route. Mais on fera quand même aussi, à côté de cela, une formation pluridisciplinaire qui nous réunirait tous ici pour qu'on échange, parce que c'est en échangeant qu'on pourrait évoluer. Est-ce que cette feuille de route vous convient? Si ça vous convient, applaudissez quand même. Voilà. Merci beaucoup pour le temps, merci vraiment pour votre engagement. Ça a été très fructueux finalement. Je m'inquiétais en me disant je ferais moins bien en Centrafrique qu'au Burundi. Mais je crois que, de l'avis général de tous mes collègues, procureurs, colonels et même ma directrice, mine de rien, en Centrafrique, on a plus de perspectives finalement qu'au Burundi. Même si au Burundi, on a déjà les financements et on a un financement pour 12 ans qui permettrait de former des médecins légistes qui iront en Suisse se faire former. Et avec déjà cette année, on a déjà les fonds pour former la police scientifique, mais on n'a pas le temps. Donc là, on est en train de négocier si on pourrait faire la formation cette année au lieu de l'année prochaine, parce que notre emploi de temps est très serré. Mais ça, c'est d'autres éléments sur lesquels nous reviendrons. Si en Centrafrique, on a les financements, je vous expliquerai comment ça se passe au niveau international, dont on parlait des partenaires. Mais c'est très important que des professionnels centrafricains comme le professeur Tekpa qui est là, qui est vraiment médecin légiste, et le juge, le premier substitut, avec des structures comme les hôpitaux qui existent déjà, et l'UMIR, qu'on commence à faire quelque chose. Donc vous pouvez vraiment compter sur mon engagement, parce que tout ce qui bénéficie aux autres pays africains, c'était vraiment en Centrafrique qu'on aurait dû le faire. À l'époque, quand mon père est décédé à Ramandi ici et que j'ai demandé à faire l'autopsie et qu'on ne pouvait pas le faire, l'objectif était de venir en Centrafrique. Mais la sécurité des hôpitaux, a dit la professeure Silke Graber, la Centrafrique est un pays en crise, est très compliqué, et le chef de sécurité, puisque chaque fois qu'on doit se déplacer, on demande l'avis du chef de sécurité qui fait l'enquête. Et donc, il a demandé à l'ambassade suisse à Yaoundé, qui a dit que c'est un pays non sécurisé, et on nous a interdit de venir en Centrafrique en 2018. Alors, pour changer, on est allé au Bénin, au Togo, et c'est à la suite de cela qu'on est rentré et que l'Université de Genève nous a dit, au lieu de faire une formation en Afrique, faites-le à Genève. C'est comme ça que, finalement, avec la professeure Silke Graber, on a monté tout le projet pour le faire. Donc, je suis très content que, finalement, je retourne au bercail chez moi pour réaliser le projet. Donc, après 6 ans de réflexion. Et donc, ça, je ne lâcherai pas le morceau, soyez sûrs. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nos débats sont clos, mais passez quand même prendre la maudite somme pour payer les taxis motos que j'aime pas pour rentrer chez vous. Donc, il y a une liste, vous passez et puis vous recevrez quelque chose pour payer le transport.
Merci beaucoup et à bientôt. Okay. Oui, alors, en prenant, il y a encore du café. Vous avez tellement parlé que je n'ai pas voulu vous interrompre. Il y a la pause café que vous pourrez prendre maintenant. Il y a le café et un peu de gâteau qui vous attend de l'autre côté. Donc, vous passez ici, vous prenez votre café et puis vous rentrez. Merci.